Bienvenue donc dans ce webinaire organisé dans le cadre des rencontres, santé-travail, organisées par les services de santé au travail au niveau national. Donc vous êtes sur, un webinaire organisé, par les services de santé au travail, bretons sur le covid long et sur le rôle des, services de santé au travail. Donc Présence Bretagne, c'est une association régionale qui regroupe, les 9 services de santé au travail interentreprises de Bretagne. C'est énormément de professionnels, donc 843 professionnels, un nombre important de salariés suivis, plus de presque 750 000 salariés suivis et plus de 70 000 entreprises adhérentes. Donc les professionnels sont donc des médecins du travail, des infirmiers, des préventeurs spécialisés, des secrétaires médicales. Ces rencontres santé-travail donc sont organisées partout en France aujourd'hui par les services de santé au travail interentreprises et elles sont en fait l'occasion de vous présenter nos actions, ce que l'on fait au quotidien. Cette association Présence est l'organisme représentatif des services de santé au travail qui regroupe près de 240 services de santé au travail qui couvrent tout le territoire national. Nous allons donc intervenir aujourd'hui sur le covid long, qui est une appellation qui est très commune et qui parle à beaucoup de monde. Et nous, on préfère surtout utiliser le terme symptômes persistants du Covid, puisque c'est ce qui est dans les différentes définitions, ce qui se rapproche le plus de la réalité du terrain. Nous sommes 3 médecins à avoir élaboré ce webinaire. Donc, je suis le docteur Emmanuel Cadic-Gauthier, je suis médecin du travail à l'AST 35, donc sur la région de Rennes. Je suis donc dans un service interentreprise. J'ai un panel d'entreprises qui est très varié, allant de la toute petite entreprise à un salarié jusqu'à gros établissements de santé privés qui a plus de 500 salariés. Je vais laisser le docteur Poissevaras se présenter. Je suis le docteur Poisevara, médecin du travail sur Fougères, service de santé au travail du pays de Fougères. Nous assurons le suivi de plus de 16 000 salariés et je suis en compagnie de mon assistante de prévention qui m'a accompagnée sur le terrain. Nous avons eu un petit bug. Donc, nous allons commencer le webinaire. Le déroulé va se faire selon 3 grands chapitres. Les symptômes prolongés du Covid-19, le rôle des services de santé au travail dans la prise en charge de ces symptômes prolongés du Covid-19 et une vidéo qui va nous montrer un petit peu un retour d'expérience de retour au travail d'un salarié atteint de symptômes persistants du Covid. Ce webinaire a été largement, on va dire, agrémenté par l'article paru dans les archives des maladies professionnelles par la Société française de médecine du travail, dont l'article est vraiment retrouve et remet un peu en lumière tout ce qui peut être fait entre définition et rôle des services de santé au travail. C'est quoi le Covid long? Le Covid long, on appelle symptômes persistants ou prolongés du Covid. Le Haut Conseil de la santé publique parle de symptômes persistants et la HAS, donc la Haute Autorité de Santé, parle de symptômes prolongés. On distingue 3 phases différentes. La phase aiguë, qui dure moins de 4 semaines, ce sont des symptômes, on va dire, aigus, qui sont ce qu'on voit souvent à type de troubles de l'odorat, troubles du goût, toux, fièvre, syndrome un pseudo-grippal avec des courbatures, de la fièvre. Généralement, ces symptômes durent moins de 4 semaines, en moyenne une dizaine de jours. On va parler de symptômes aigus post-Covid, donc ce sont ces symptômes qui durent entre 4 à 12 semaines avec disparition complète des symptômes. Un symptôme post-Covid dit long au-delà de 12 semaines et on va parler de Covid-19 séquelaire persistant au-delà de 24 semaines.
on va surtout s'intéresser à ces symptômes qui persistent au-delà de 24 semaines, puisqu'on est amené à voir dans le cadre de notre exercice quotidien des personnes qui sont toujours en arrêt après avoir contracté un Covid il y a quelques mois. Donc, on va reprendre les critères HAS de définition du Covid long. C'est un épisode initial symptomatique, confirmé ou probable, c'est-à-dire que quand il y a eu au départ des symptômes et du Covid, il n'y avait pas encore les tests. Donc, on ne pouvait pas avoir une confirmation biologique de l'atteinte par le Covid-19. Donc, on va dire qu'on a une probabilité, au vu de la symptomatologie, d'un cas contact ou de personnes ayant les mêmes symptômes dans l'environnement. La présence d'au moins un symptôme initial au-delà de 4 semaines et des symptômes initiaux et prolongés non expliqués par un autre diagnostic. C'est-à-dire qu'en fait, ce diagnostic de Covid prolongé ou de symptômes persistants du Covid va être un diagnostic d'élimination. C'est-à-dire que quelqu'un qui va présenter une difficulté respiratoire, un syndrome dépressif, des troubles articulaires, on va aller chercher d'abord une cause autre ou une cause connue. Et ensuite, s'il n'y a pas de biologie explicative ou si les examens ne donnent pas de diagnostic, on va plutôt s'orienter vers ce syndrome persistant du Covid. La caractéristique de ces symptômes, c'est qu'ils sont multiples et qu'ils sont fluctuants. C'est-à-dire que vous allez avoir des troubles respiratoires, des troubles cardiovasculaires à type de tachycardie, de palpitations, des troubles neurologiques avec des douleurs ou un syndrome dépressif, anxieux, avec une impression de brouillard au niveau cérébral, mais qui ne vont pas être tout le temps à la même intensité. C'est-à-dire qu'un jour, vous allez aller bien et le lendemain, vous ne serez pas bien du tout avec une recrudescence de vos symptômes. On a aussi les symptômes ORL, donc otorhinolaryngologiques, qui ont été décrits surtout avec la première souche de Covid, à savoir un trouble de l'odorat et un trouble du goût. Les symptômes les plus fréquemment rencontrés dans les formes prolongées de Covid-19 sont la fatigue. Vous voyez qu'il y a entre 17 à 90% des symptômes qui sont représentés par cette fatigue, une dyspnée, c'est-à-dire une difficulté à respirer, une toux, une douleur thoracique, des rachialgies, c'est-à-dire des douleurs au niveau du rachis et au niveau des articulations, des douleurs musculaires et des céphalées, à savoir des maux de tête. Une étude française qui a été faite sur 1137 patients avec un âge médian de 61 ans, donc ça veut dire qu'il y avait des gens qui étaient plus jeunes et des gens qui étaient plus vieux, hospitalisés pour un Covid-19 confirmé. 24% de ces personnes présentaient encore au moins 3 symptômes à 6 mois. Et on se rend compte que si l'âge médian est de 61 ans, il y avait des gens jeunes qui étaient en emploi, et parmi ceux qui avaient un emploi, 29%, c'est-à-dire plus d'un quart de ces personnes ne sont pas retournées au travail au bout de 6 mois. Dans cette prise en charge et dans cette nouveauté, on va dire, qui est apparue dans le paysage médical, quel va être le rôle des services de santé au travail ? Il va se faire sur 2 niveaux. D'abord, le repérage des situations de Covid long et un accompagnement des services. Dans le repérage, quand est-ce qu'on va repérer ces personnes qui sont porteurs de symptômes persistants du Covid ? Lors d'une visite systématique, qu'elle soit une visite d'embauche, que ce soit une visite périodique dans le cadre du suivi des santé des salariés, ou lors d'une visite à la demande du salarié qui se retrouve en difficulté au niveau de son travail ou de l'employeur, puisqu'il se rend compte que son salarié n'est pas dans les conditions habituelles et qu'il présente un souci pour lequel il s'inquiète, et du coup, il va proposer à son salarié de rencontrer le médecin du travail. Actuellement, un grand pourvoyeur de diagnostic, entre guillemets, de symptômes persistants du Covid, c'est ce qu'on appelle la visite de pré-reprise. Cette visite de pré-reprise, elle se passe pendant l'arrêt de travail, c'est-à-dire la personne, pendant son arrêt, se dit qu'elle continue à être fatiguée, à être une espèce de brouillard, elle a toujours des difficultés à respirer, elle a une difficulté à se réadapter à l'effort, et elle va consulter le médecin du travail. Cette visite de pré-reprise, elle peut être à l'initiative du médecin conseil. Dans ces cas-là, au bout de 3 mois, cette visite est obligatoire. Elle peut être à l'initiative du médecin traitant qui va se rendre compte au cours du suivi de son patient qu'il va avoir des difficultés à reprendre son travail,
ou le salarié lui-même peut prendre rendez-vous auprès du service de santé au travail pour rencontrer le médecin du travail afin de préparer cette reprise. La visite de pré-reprise, on peut se dire que ça veut dire reprise. Ce n'est pas obligatoirement reprise dans les 15 jours qui vont suivre. On peut faire plusieurs visites de pré-reprise tout au long de l'arrêt. On peut aussi voir les gens lors de leur visite de reprise. Ils ont décidé, suite à la fin de leur arrêt de travail, de reprendre le travail et dans les 8 jours qui suivent la reprise, ils doivent faire cette visite et venir voir le médecin du travail afin d'évaluer leur capacité à reprendre le travail et, si nécessaire, faire des adaptations de leur poste de travail. Quel est le rôle effectivement des services de santé au travail et qu'est-ce que l'on fait au quotidien lors de nos visites? On va adapter les mesures qui vont pouvoir favoriser le retour au travail. Dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle, puisqu'on sait que les gens qui ont des difficultés ou qui vont avoir des symptômes persistants risquent dans certaines catégories de métiers ne pas reprendre leur poste avec un risque de désinsertion professionnelle. Afin d'optimiser ces mesures et de favoriser ce retour au travail et de prévenir cette désinsertion professionnelle, il va falloir communiquer. Communiquer avec tous les acteurs du milieu de travail, c'est-à-dire le médecin du travail, les ressources humaines, les managers ou les instances représentatives du personnel. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on se mette en contact les uns les autres afin d'évoquer les difficultés du salarié pour reprendre son poste de travail et de savoir ce qui peut être mis en place au sein de l'entreprise afin de favoriser ce retour au travail. Il faut d'abord informer le travailleur en arrêt de travail que la visite de pré-reprise précoce, même si la reprise n'est pas envisagée dans un futur proche, est indispensable. L'analyse de la situation socio-professionnelle du salarié va nous permettre de, on va dire, sécuriser ce retour au travail. On va pouvoir faire une évaluation du poste de travail, sachant que le médecin du travail suit une entreprise dans sa totalité, qu'il sait ce qui se passe dans l'entreprise, il sait quels sont les postes de travail, quelles sont les contraintes des postes de travail. Cette visite de pré-reprise précoce va effectivement aussi faciliter les échanges entre tout le monde. C'est-à-dire qu'avec l'accord du salarié, le médecin du travail va pouvoir se mettre en rapport avec l'employeur afin d'évaluer les possibilités d'adaptation du poste de travail afin de prévoir ce retour au travail. Il est donc important de promouvoir cette coordination entre les différents intervenants, le salarié, l'employeur, le service de santé au travail. Il faut encourager le salarié à être dans une démarche active vis-à-vis du retour au travail. C'est lui qui va retourner au travail, donc c'est lui qui va savoir aussi quelles sont ses capacités, c'est lui qui connaît son poste de travail puisqu'il y est, et savoir quelles vont être les difficultés ou les tâches qui vont être compliquées vis-à-vis de son état de santé. Et on va pouvoir, avec toutes ces informations et tous ces échanges, mettre en place un plan de retour au travail. Il faut également, en dehors du salarié, sensibiliser et informer les acteurs de l'entreprise. Les informer sur les symptômes, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour pouvoir vous informer sur ce que sont les symptômes d'un Covid long. Ça ne se voit pas souvent, c'est ce qu'on appelle un handicap invisible, c'est-à-dire que la personne que vous allez avoir devant vous, elle va paraître tout à fait normale, sauf qu'elle va être fatiguée, elle va avoir des troubles de la concentration et que ces symptômes vont fluctuer au fil du temps, c'est-à-dire qu'il va y avoir des journées où la personne va être très bien et des journées où la personne ne va pas être bien. C'est-à-dire que les collaborateurs, les RH, le manager, le collectif de travail, s'il est au courant de ces symptômes et justement de cette fluctuation des symptômes, ne s'inquiétera pas et va pouvoir être aidant pour le retour au travail. Il est important aussi pour le salarié de garder du lien avec son entreprise au long de son arrêt. On sait que dans la loi, l'employeur n'a pas le droit de se mettre en contact avec le salarié qui est en arrêt, mais je pense qu'il est indispensable de garder ce lien afin que le salarié ne puisse pas être déconnecté de la vie de l'entreprise. Il faut donc accompagner le retour au poste sur son poste de travail ou sur un autre poste dans l'entreprise. Il faut donc former les référents aux entretiens de retour à l'emploi et accompagner les managers afin qu'ils puissent réaliser ces entretiens de retour
pour sécuriser le retour du salarié. Il faut inciter les entreprises à communiquer avec le médecin du travail et les services de santé au travail, notamment concernant les absences répétées ou prolongées. On sait que justement, avec les symptômes persistants du Covid, les salariés vont avoir des fluctuations des symptômes. C'est-à-dire qu'ils vont, à un moment donné, se sentir très bien en se disant « ça y est, je suis prêt, je retourne au travail », retourner au travail, et en fait se rendre compte que c'est très compliqué, que ça devient dur, retourner voir leur médecin traitant et se faire de nouveau arrêter. C'est un signal d'alerte. Il faut pour ça que les RH, que les managers, que le collectif de travail puissent, on va dire, prendre contact avec le service de santé au travail en disant « nous sommes inquiets, on a un collègue, on a un salarié qui s'arrête souvent, on ne sait pas ce qu'il a, on n'a pas à le savoir puisque c'est le secret médical et c'est le médecin du travail qui va pouvoir, lors d'une visite à la demande de l'employeur, recevoir le salarié et ainsi faire le point sur son état de santé. » Pour continuer dans ces petites, on va dire, ces petites missions et ces petits trucs pour pouvoir améliorer ce retour au travail, il faut qu'il y ait un projet participatif avec les employés concernés, l'encadrement de proximité, afin d'identifier et de corriger ces obstacles au retour au travail ou au maintien en emploi et adapter les conditions de travail. Ces conditions de travail, elles vont être différentes. Ça va être la charge de travail, ça va être les horaires de travail, peut-être une reprise sur un temps partiel thérapeutique, afin que la personne puisse tranquillement reprendre son poste de travail. Il va falloir encourager le milieu de travail à prodiguer du soutien aux travailleurs et à lutter contre toute forme de stigmatisation. Effectivement, on sait que ces salariés, ils vont être en difficulté et ils vont culpabiliser du fait de ne pas être à 100% de leur capacité à reprendre leur poste de travail. Il faut anticiper l'impact des aménagements de poste, notamment sur la charge de travail des collègues. C'est-à-dire, quelquefois, on a des salariés qui viennent nous voir en nous disant « Docteur, je ne peux pas être arrêté, je ne peux pas continuer mon arrêt de travail, je ne suis pas remplacé. Ce sont mes collègues qui vont être obligés de faire ce que je ne peux pas faire. » Et du coup, ils sont dans une culpabilité, alors que déjà, ils ne sont pas bien. Ça va majorer encore plus leurs problèmes et leurs soucis, justement, pour pouvoir se soigner et prendre soin d'eux. Soutenir l'encadrement, y compris l'encadrement de proximité dans l'aménagement du poste et dans l'accompagnement du travailleur et des collègues. Il faut, on va dire, impliquer le collectif de travail autour de cette personne qui se retrouve en difficulté. Peut-être dédier une personne ressource en cas de besoin, un ergonome, un psychologue du travail, un chargé de maintien en emploi ou l'infirmier du travail dans les grosses entreprises, afin d'accompagner les salariés dans le cadre du retour au travail. Il faut promouvoir effectivement autour du poste de travail du travailleur un environnement de travail prévenant ou corrigeant les facteurs de risque qui peuvent influer négativement sur le retour au travail ou le maintien en emploi. Donc, tous ces petits aménagements, on voit bien que ça part et que la base, c'est la communication. Il faut qu'on puisse communiquer entre nous pour essayer de sécuriser au maximum en prenant soin du salarié, en prenant soin du collectif de travail qui entoure le salarié avec les contraintes de l'entreprise. Nous allons maintenant voir une petite vidéo qui a été faite par le service de santé au travail du pays de Fougères pour un retour au travail d'un salarié dans une entreprise de transport. Je suis le docteur Poisivara, médecin du travail au service de santé du travail en pays de Fougères. Je reçois M. Benjamin dans le cadre d'une demande de visite de reprise à l'issue d'un arrêt de maladie. M. Benjamin me présente donc une lettre de son médecin traitant. L'arrêt de travail donc, a été prescrit, vous avez été arrêté dans le cadre d'une maladie Covid, et une reprise à temps partiel sur 50% est demandée par son médecin traitant. La maladie a débuté en février avec une forte toux, un essoufflement. Le patient a été hospitalisé une semaine avec réalisation d'un scanner qui a montré 50% d'atteinte des poumons. Après une amélioration progressive des différents symptômes, il persiste aujourd'hui
une fatigue, un essoufflement important, des douleurs musculaires dans les jambes avec des difficultés à la marche. D'ailleurs, il est toujours en séance de kinésithérapie pour réadaptation à l'effort. Après avoir examiné cliniquement M. Benjamin, je souhaite évaluer son essoufflement et sa fatigabilité. Donc, avec le saturomètre, j'ai la notion de la saturation. Donc là, il a 100% de saturation et je vais lui demander de réaliser le test de la chaise en s'assoyant et en se levant sur 1 minute. Nous contrôlons ensuite la saturation. Je constate qu'il est à 96%, donc il y a eu une chute de la saturation et il décrit un léger essoufflement. Donc, malgré ces constats cliniques et grâce au temps partiel prescrit par le médecin traitant, le salarié va pouvoir reprendre son travail très progressivement, mais il va falloir faire une recherche d'adaptation du poste de travail. En effet, M. Benjamin est chauffeur poids lourd dans une entreprise de transport. Et non seulement il conduit le camion, mais il effectue également les opérations de chargement et de déchargement du camion, ce qui comporte des travaux de manutention et donc un effort physique. Il faut donc prendre contact avec l'employeur pour voir, connaître les possibilités d'organisation et d'aménagement possible des différentes tâches de travail. Je contacte donc directement l'employeur avec l'accord du salarié. Donc, je suis dans l'entreprise pour rencontrer M. Malak, qui est directeur de cette entreprise. Bonjour. Donc, est-ce que vous pouvez présenter un petit peu l'entreprise, comment ça fonctionne? Alors, nous sommes ici sur le site de MTA à Saint-Thomas-du-Cormier. Nous sommes une société spécialisée dans le transport industriel à destination des professionnels et nous sommes répartis sur 26 agences sur tout le territoire français. Donc, comme je vous ai contacté pour la problématique de M. Benjamin, qui revient d'un arrêt de maladie long et pour lequel il faut adapter le poste de travail, il y aura une restriction en termes d'effort physique. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qu'il était possible de faire en termes d'organisation par rapport à son poste de travail et aussi l'organisation du temps partiel. D'accord. Nous avons donc réfléchi à l'aménagement et aujourd'hui il nous paraît compliqué de laisser M. Benjamin sur un poste de conduite pure compte tenu en fait de la partie aléatoire des heures de fin de service. Donc nous préconisons plutôt un aménagement sur un poste en travail un jour sur deux, sur un poste d'agent de quai, sur lequel nous pourrions aménager une formation pour qu'il puisse conduire des engins de manutention et donc aménager le poste avec un travail le lundi, mercredi et vendredi en alternance avec un jour de repos à chaque fois. Donc dans ce poste de travail qui sera nouveau quand même pour M. Benjamin, qui nécessite une formation, donc il y a possibilité d'organisation du temps partiel. Tout à fait. Et vous me confirmez qu'au niveau des efforts physiques, les efforts seront moindres, il n'y aura pas de port de charge manuel? Non, tout à fait. Contrairement à son métier premier de conducteur routier où il charge et décharge le véhicule, sur la partie manutention sur les quais, il n'y a pas de manutention manuelle, c'est uniquement de la manutention mécanique avec des chariots élévateurs ou des transpalettes autoportées. Donc pas de port de charge. D'accord, donc du coup je vais pouvoir valider la reprise de M. Benjamin. Donc nous quittons l'entreprise. Le suivi individuel pour le salarié va être poursuivi régulièrement pour voir s'il y a une bonne adaptation, si les aménagements correspondent et s'il peut progressivement reprendre son poste de travail en entier. Donc à travers cet exemple-là, nous voyons l'importance de la relation, l'organisation qu'il peut avoir entre le suivi clinique dans le cabinet médical avec le salarié, l'échange avec les employeurs, l'adaptation au poste de travail pour maintenir à tout prix et permettre aux salariés de reprendre son travail. Covid long, dans le cadre de la crise sanitaire, c'est aussi une longue histoire entre les salariés, les médecins traitants,
nos confrères des services de santé, dans les différentes spécialités, mais aussi donc le salarié dans son poste de travail, l'entreprise, l'employeur, et de tout ça dans la relation avec les services de santé au travail. Nous sommes également intervenus dans cette crise pour les vaccinations en proposant aux salariés les possibilités de se faire vacciner dans notre service, et également en amont dès le début de la crise en proposant des conseils directement aux entreprises pour faire face à cette pandémie. Donc, merci docteur Poissevara pour cet exemple de retour au travail en entreprise où on voit bien qu'il y a effectivement une préparation et une communication avec l'employeur qui est indispensable afin de permettre le retour au travail du salarié. Je vous laisse prendre la parole pour peut-être avoir le suivi du salarié ou savoir ce qui est possible et ce qui s'est passé et ce qui existe maintenant. Donc nous sommes à 2 mois de la reprise. Le salarié a été revu 3 fois après sa reprise du travail. Il est toujours en suivi parce qu'il persiste un symptôme d'anxiété, et donc il est revu tous les mois, au moins une fois par mois, et il peut nous contacter à n'importe quel moment s'il y a un souci de santé dans son travail. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez un chat, une petite bulle de conversation qui est en bas de votre écran, à gauche, afin qu'on puisse répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le Covid long, sur le retour au travail, sur l'organisation des services de santé au travail et nos actions. Moi, j'ai un établissement de soins de grande importance où il y a eu pas mal de personnes infectées par du Covid. Et effectivement, j'en vois de plus en plus porteurs de symptômes persistants du Covid, plus ou moins importants, nécessitant effectivement des adaptations de poste. Et pour l'instant, c'est comme vous le faites, docteur Poissevara, c'est la mise en place d'un temps partiel thérapeutique qui permet de poursuivre les soins, que ce soit les soins de kiné ou que ce soit les soins de réadaptation à l'effort, puisqu'on se rend compte qu'il y a quand même souvent une difficulté et une désadaptation à l'effort chez des personnes plus ou moins jeunes, qui n'ont aucun antécédent, qui étaient plutôt sportifs et qui se retrouvent en difficulté sur leur reprise de poste de travail. Nous avons pas mal d'exemples. On a pu voir cet été lors des JO de certains athlètes qui sont revenus ou certains athlètes qui ont dû annuler leur participation au JO du fait de symptômes persistants du Covid. Donc on peut voir que ce Covid et ces symptômes persistants peuvent atteindre toute la population, quel que soit l'âge, quelle que soit la santé ou quels que soient les facteurs qu'on appelle de comorbidité, donc l'âge, la condition physique, les comorbidités telles du diabète, de l'hypertension ou du surpoids, qui sont des formes à risque. On se rend compte qu'il y a généralement plus de symptômes persistants du Covid chez les gens qui ont eu une forme grave au départ de Covid, avec des symptômes très importants, mais il y a aussi des personnes sans aucun souci de santé préexistant qui se retrouvent en difficulté. J'ai un exemple d'un sportif de haut niveau qui, au bout de 6 mois, ne peut faire que 1 kilomètre à petite vitesse, alors qu'il faisait des marathons avant. Donc on se rend compte qu'effectivement, ces symptômes persistants du Covid vont avoir un impact important pour les prochains mois, voire les prochaines années, puisqu'on se rend compte actuellement qu'il y a aussi chez les adolescents des Covid longs qui vont peut-être entraîner chez ces futurs jeunes actifs des difficultés à trouver des postes de travail du fait de difficultés d'adaptation à l'effort, autre chose comme ça. Donc vous avez le petit chat, n'hésitez pas à poser vos questions, on est là pour ça. On a encore 30 minutes
pour pouvoir répondre aux questions. Donc, lancez-vous, n'hésitez pas. Si vous voulez un peu plus de renseignements, on est là pour vous répondre. Je rajouterais aussi pour compléter que c'est des symptômes qui sont véritablement fluctuants et ce qui peut être déroutant. Un jour ça va, un jour ça va pas. Donc ça peut être aussi déroutant à la fois pour le salarié, mais aussi pour l'entourage proche. Alors, je vois une question sur la RQTH. Donc, la RQTH, reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, elle peut être proposée. Alors, sachant que normalement, la RQTH, c'est pour un handicap qui est, on va dire entre guillemets, fixé et qui dure depuis environ 1 an. Nos collègues de la MDPH nous ont indiqué qu'ils commençaient à avoir des demandes de dossiers de RQTH. Normalement, elles sont généralement acceptées. Il y a très peu de demandes de RQTH qui ne sont pas acceptées. C'est vrai que c'est tout nouveau. Il y a beaucoup d'associations de patients qui actuellement sont plutôt en demande d'une reconnaissance en affection de longue durée pour ces symptômes de Covid long. Ça bouge beaucoup. Il y a plein de choses qui sont en train de se faire partout en France sur justement la prise en charge et la reconnaissance de ces symptômes. Nos confrères anglo-saxons sont assez en avance sur la question. Je pense parce qu'ils ont eu beaucoup de personnes qui ont été, on va dire, confrontées à ces Covid longs, puisqu'ils ont eu on va dire, une vague de Covid qui a été vraiment antérieure à la nôtre. Et donc là, on estime en Grande-Bretagne qu'il y a environ 1 million de personnes qui sont porteurs de symptômes persistants. Un salarié qui présente une fatigue persistante et qui travaille sur écran. Comment évaluer cette fatigue? Alors, la fatigue, il y a des tests qui sont faits et qui sont mis en place. Il y a un suivi qui peut être proposé. Actuellement, sur la région rennaise, nous avons le CHU qui a ouvert une unité Covid long avec un hôpital de jour. En partenariat avec le pôle Saint-Hélier, qui est un centre de rééducation, et la clinique Saint-Laurent, qui, elle, a un service de pneumologie et qui fait de la réadaptation pulmonaire. L'évaluation de la fatigue, elle va se faire sur le temps, sur l'attention, sur des tests qui vont se faire au niveau cognitif. Et qu'est-ce qu'on peut lui proposer? On peut lui proposer de varier, on va dire, ses tâches et qu'il ne soit pas sur son écran 8 heures par jour. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il fasse d'autres tâches qui soient un petit peu moins, on va dire, qui lui demandent un peu moins d'attention ou de choses comme ça. Donc, on va moduler les tâches, on va revoir son poste de travail pour voir ce qu'on peut lui proposer. Il ne faut pas hésiter de toute façon. Les médecins généralistes, eux, sont très informés et bien informés de la prise en charge et notamment sur l'évaluation des symptômes. On a des critères et on a on va dire des fiches d'aide au diagnostic et à l'évaluation de la fatigue physique, de l'adaptation à l'effort, des troubles qu'on appelle cognitifs, donc tout ce qui est troubles de la concentration, troubles de la mémorisation. Et effectivement, on a bien vu, c'est ce que je mettais au début du PowerPoint, symptômes du Covid long sans diagnostic de Covid initial, c'est un diagnostic d'élimination. C'est-à-dire que les symptômes que présente le salarié, ils vont être explorés. On va chercher s'il y a une cause à ce symptôme avant de faire ce diagnostic d'élimination qui est symptôme persistant du Covid. Donc, votre salarié qui a ces symptômes de Covid long, on n'a pas besoin d'avoir un diagnostic biologique avec un test PCR positif pour pouvoir dire qu'il y a de fortes probabilités que ce soit un Covid long. Cette personne, elle est en arrêt depuis plusieurs mois. Il faut qu'elle fasse des bilans réguliers, qu'elle soit vue en équipe pluridisciplinaire, que ce soit psychologue, ergonome, ergothérapeute, médecin de rééducation, afin d'avoir un bilan et de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour l'aider à sortir un peu de
cette problématique de Covid long. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce qu'on a plein de temps, donc on va pouvoir, n'hésitez pas, lancez-vous. Il n'y a, comme je dis souvent en webinaire, il n'y a jamais de questions bêtes, hein, il n'y a que des gens bêtes qui ne posent pas de questions, donc allez-y. Plus personne ne veut parler. Vous n'avez pas de questions, vous savez tout sur le Covid long, vous n'osez pas, mais allez-y, lancez-vous. C'est une nouveauté, hein, ces symptômes persistants du Covid. On commence à avoir quand même pas mal d'études qui ont été mises en place, puisqu'on a quand même un petit peu de recul, puisque moi, par exemple, j'ai des Covid initiaux qui datent du mois de novembre, et j'en ai quand même un bon paquet qui date de janvier 2021. Donc avec des gens qui n'étaient pas encore vaccinés quand ils ont fait leur Covid. Certaines études tendent à montrer que le fait de se vacciner améliorerait les symptômes du Covid. Au niveau physiopathologie, le Covid long, comment est-ce qu'on l'explique? Parce que finalement, on se dit, tiens, mais qu'est-ce qui fait qu'on ait ces symptômes qui peuvent persister? La maladie Covid est une maladie qui est très complexe. C'est vraiment une nouveauté. Elle atteint en fait les micro-vaisseaux et on se pose la question d'une persistance du virus au niveau du rhinopharynx, donc c'est-à-dire à l'intérieur, là, tout au fond, là, tout ce qui est caché, une petite persistance de cette atteinte virale et de cet ADN viral qui donc continue, on va dire, à faire ses méfaits. Et c'est pour ça que la vaccination semble améliorer les symptômes en reboostant un peu la réponse immunitaire et en faisant un petit boost pour éliminer, on va dire, ces résidus de virus qui sont persistants au niveau du rhinopharynx. Les symptômes qui sont soit les symptômes cardiaques ou les symptômes cognitifs semblent être expliqués par ce qu'on appelle de la microangiopathie. Donc, c'est une atteinte des tout petits vaisseaux au niveau partout, donc que ce soit au niveau musculaire, que ce soit au niveau cérébral, que ce soit au niveau cardiaque, et donc avec une symptomatologie qu'on peut expliquer justement sur cette variabilité, sur cette atteinte multi-organes. On a une centaine de symptômes qui peuvent être associés au Covid long, ce qui rend effectivement on va dire son diagnostic et son traitement très compliqué. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a plein de temps. Alors, on est plutôt passé à 2 mois maintenant, plutôt que 6 mois. C'est plutôt, on dit maintenant que la recommandation suite, ce serait 2 mois après la primo-infection virale. Donc par un vaccin à ARN messager. Et c'est vrai que la question se pose actuellement de faire 2 doses de vaccin. On ne sait pas encore si, pour les gens qui ont déjà fait un Covid. Mais avec effectivement un rappel plutôt à 6 mois après la première dose. Mais c'est en cours. On sait que chez les personnes qui ont plus de 65 ans, donc qui sont plus à risque et plus fragiles, avec peut-être une réponse immunitaire un peu moins importante, il est intéressant de faire une 3e dose. C'est pour ça que les plus de 65 ans ou des personnes présentant des comorbidités sont éligibles à la dose de rappel à 6 mois du vaccin. Tout à fait. Au contraire, il faut qu'elle soit vaccinée. Il faut qu'elle soit vaccinée. On fait un Covid, on a un Covid long. Si on n'a pas été vacciné, il faut aller se faire vacciner. C'est important. Alors, Madame Pic, comment envisageriez-vous l'adaptation d'un poste de travail pour une particulièrement exposée, agent d'accueil, contact avec les publics, dans le cadre d'un Covid long, et donc crainte et anxiété pour le salarié d'être à nouveau infecté? Alors, normalement, il y a il y a quelques cas, mais c'est quand même très, très rare. Et maintenant, en tout cas, notamment avec la couverture vaccinale, il faut continuer les gestes barrières de toute façon.
Ça, c'est clair. Alors, un agent d'accueil, est-ce qu'on peut lui faire un autre poste? Est-ce qu'il peut y avoir un reclassement sur un autre poste de travail dans l'entreprise? Sinon, c'est la mise en place des mesures et des gestes barrières. C'est lui mettre un plexiglas, c'est le port du masque obligatoire pour les personnes qu'elle va accueillir. Et effectivement, le lavage des mains, la distanciation sociale. On sait qu'une personne qui est vaccinée, 2 personnes vaccinées, elles ont quand même peu de risques de se contaminer. On sait très bien que ce sont généralement les non-vaccinés porteurs du Covid qui ont une charge virale qui est très importante, qui vont avoir une contamination plus importante. La vaccination, en tout cas la double vaccination, entre 2 personnes, si 2 personnes sont vaccinées, le risque de se contaminer est quand même très faible. Alors oui, dans le Finistère, il y a le centre, alors je pense il faut que je retrouve la diapo, il y a un centre dans une clinique, c'est le docteur Pogam, dans je crois le centre de rééducation à Plérin, à côté de Plérin, je crois, qui est spécialisé là-dedans. Je pense qu'après, il faut pas hésiter à appeler les services de maladies infectieuses ou les services de rééducation des CHU. À Brest, j'ai pas eu la notion, mais je suis sûre qu'il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Donc c'est vrai que c'est souvent porté par le CHU, que ce soit, ça peut être ou les CH, voire à Quimper ou voire à Nantes, il doit y avoir aussi, à Saint-Brieuc, il y a certainement des gens qui prennent en charge. C'est vrai que Rennes, ça commence à se structurer. Et partout en France, ça commence à se structurer sur ces prises en charge de personnes qui sont en Covid long. Sachant que les médecins généralistes sont aussi, puisque la prise en charge ne nécessite pas nécessairement une hospitalisation. Une prise en charge, elle peut être faite en ambulatoire avec une réadaptation à l'effort, dans des centres spécialisés avec des profs, ce qu'on appelle APA, qui font de l'activité physique adaptée, que ce soit pour le Covid long, que ce soit pour d'autres pathologies, ce qu'on appelle le sport sur ordonnance, c'est-à-dire que votre activité physique va être adaptée à votre état de santé. Donc, c'est des gens qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Il y a les rééducations ORL qui peuvent être faites, notamment dans le cadre des troubles de l'odorat ou des troubles du goût. Il y a des applications. Il y a une application qui a été créée qui s'appelle Covid Anosmie. Vous avez des petits kits avec des huiles essentielles et vous devez effectivement, pour rééduquer votre odorat, sentir, vous regardez votre flacon, vous dites ah bah tiens, ça c'est de l'huile essentielle de lavande, je sens lavande, et du coup ça va vous rééduquer au niveau olfactif. Il y a aussi des rééducations au niveau orthophonie. Donc, il y a vraiment des prises en charge. C'est vraiment de la prise en charge multidisciplinaire. Le problème de l'anosmie et de l'agueusie, donc trouble de l'odorat, trouble du goût, ça a entraîné chez certaines personnes des troubles de l'alimentation. Vous n'avez plus de goût, vous n'avez plus d'odorat, vous n'avez plus envie de manger. Donc, le poids est aussi un facteur de surveillance. C'est-à-dire que les gens qui font des Covid longs, généralement, ont des pertes de poids importantes. Donc, il y a aussi une prise en charge nutritionnelle qui peut être faite, donc avec des nutritionnistes ou diététiciens en ambulatoire, une prise en charge par de la kinésithérapie, une prise en charge par des psychologues aussi pour tout ce qui est rééducation cognitive. Donc, on voit bien que ça peut être mis en place avec le soutien du médecin traitant qui, lui, est formé et informé des symptômes et de ce qui se passe. Le souci, c'est qu'actuellement, c'est comme dans toute nouvelle pathologie, on a certains professionnels qui sont un peu dans le déni de ces symptômes. Donc, une personne qui a un Covid long, elle n'est pas folle et elle n'est pas feignante. Donc, je crois que c'est important à le savoir. C'est vraiment, on a vraiment des tests qui permettent de faire un diagnostic et de faire une évaluation de la désadaptation à l'effort, du trouble cognitif, s'il n'y avait pas de trouble cognitif persistant, et des troubles cardio. Et effectivement, il y a le poids, il y a le pourcentage des activités physiques, c'est-à-dire que quand la personne vient vous voir et qu'elle vous dit « Moi, je ne peux plus faire ce que je faisais avant, je suis à 25% de mes activités physiques habituelles », et ben on se rend compte qu'il y a quand même un problème et que c'est quantifiable. Et en fait, effectivement, on a des guides d'interrogatoire et des guides
de prise en charge et d'évaluation de ces personnes qui sont en Covid long. Donc, c'est là où il y a, on va dire, une culpabilité et ils sont malheureux, les gens qui ont des Covid longs, hein. Que ce soit des gens ou des personnes qui sont, on va dire, qui allaient très bien avant et qui se retrouvent complètement désemparés. Ce matin, je discutais avec un de mes collègues et il me raconte l'histoire d'un de ses salariés qui est aussi effectivement le chef d'entreprise qui a fait un Covid assez cogné et avec essoufflement important. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il était tellement mal en point, et là qu'il est tombé dans les escaliers, avec perte de connaissance et un malaise. Il a été hospitalisé, le SAMU est arrivé, on lui a diagnostiqué effectivement un Covid long, et ces symptômes, et cette fatigabilité, ces troubles un peu bizarres neurologiques persistaient. Et en fait, à l'IRM, il avait un hématome au niveau du cerveau suite à sa chute. Donc, on peut se rendre compte qu'il peut y avoir des choses qui sont. Alors, les guides, ça va être ces choses-là, elles vont être. Il faut que ce soit encadré, c'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez aller voir un médecin qui va justement vous fournir ces guides, soit de rééducation, ou soit ces guides, c'est des interrogatoires qui doivent être faits par un spécialiste et par un professionnel de santé. Mais je vous incite à aller vous renseigner sur. Il y a une association qui s'est montée, qui s'appelle #AprèsJ20, et qui est une association de patients, donc ils font plein de recherches, il y a plein de témoignages et plein de choses comme ça. Mais en tout cas, symptômes, notion de Covid, symptômes persistants, à type de toux, de dyspnée, de fatigue, de brouillard cérébral, parce qu'on parle aussi de cette espèce de brouillard cérébral. Les gens, ils sont à côté de leur pompe, hein. Donc, ils sont en difficulté au niveau du travail. Si vous avez des collègues, si vous avez des amis, si vous-même vous avez ces signes-là, il faut aller consulter. Vraiment, il faut aller consulter parce qu'il y a des prises en charge qui peuvent être mises en place. Si vous êtes en difficulté au niveau de votre travail et que vous êtes salarié, il faut aller rencontrer le médecin du travail et le service de santé au travail pour pouvoir évoquer ces difficultés-là et voir ce qu'il y a comme possibilité d'adaptation de votre poste de travail. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, si je déborde un peu du Covid et que je parle pour toutes les difficultés ou les pathologies chroniques, puisqu'on va appeler ça une pathologie qui est un petit peu chronique, on voit l'intérêt de cette visite de pré-reprise dont on parlait, alors qui porte pour moi un nom qui n'est pas adapté, puisqu'il y a le mot reprise et que tout de suite ça fait peur. Non, la visite de pré-reprise, c'est la visite pendant l'arrêt de travail, qui peut être, comme je vous le disais, à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil de la sécurité sociale ou du salarié lui-même. Et cette visite, elle va permettre de faire un premier point sur la situation socio-professionnelle du salarié, sur son état de santé et réfléchir à qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place. Moi, certains salariés qui sont en arrêt très longtemps, je les vois une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois en visite de pré-reprise avant d'envisager la reprise. Et donc, on a le temps de cheminer, on a le temps de mettre en place des choses. Pendant l'arrêt de travail, il y a des possibilités de formation et de remobilisation, en tout cas, sous indemnité journalière, quand pour des personnes qui ont des pathologies très lourdes ou qui ont un handicap. Les visites de pré-reprise sont-elles payantes pour l'entreprise? C'est compris dans le forfait. C'est compris dans le forfait, les employeurs payent une cotisation pour le suivi du salarié. Donc, elles sont incluses dans les cotisations de l'entreprise. Ces visites de pré-reprise sont des visites qui peuvent être confidentielles, c'est-à-dire que si le salarié ne veut pas que l'employeur soit au courant, on ne préviendra pas l'employeur. Donc, on pourra mettre des choses en place. Et faire une formation avec un Covid long, eh ben oui, on essaye d'adapter les formations à la fatigabilité. Comme dans toute formation, il y a des formations spécifiques qui peuvent être mises en place. Et avec les formateurs, il y a toujours soit on l'aménage sur le temps de travail, sur des demi-journées ou des choses comme ça.
Il n'y a pas de souci. On peut toujours essayer de faire des choses. Et en tout cas, il ne faut vraiment pas hésiter à nous mettre, nous, services de santé au travail, à contribution pour justement préparer les retours à l'emploi, éviter la désinsertion professionnelle. C'est quand même une de nos missions, hein, de prévenir la désinsertion professionnelle. Donc, on a des outils à disposition. Mais ces outils, ils sont souvent pas bien connus, méconnus. Il faut qu'on ait du contact avec les médecins traitants parce que les médecins du travail ne sont pas au courant des arrêts de travail, par exemple. Une personne en accident du travail, bah oui, elle est en arrêt. Donc, elle peut faire une formation, bien sûr. Les formations pendant les arrêts maladie sont soumises à l'autorisation du médecin conseil. C'est-à-dire que c'est des formations qui sont encadrées et qui sont soumises à l'acceptation par l'assurance maladie, puisque vous êtes financé, enfin, vos indemnités journalières sont financées par l'assurance maladie, mais c'est pareil, il y a des cellules spécifiques au sein des caisses primaires d'assurance maladie. Il ne faut pas hésiter à se mettre en rapport avec le service social de la caisse d'assurance maladie. Il y a des cellules prévention de la désinsertion professionnelle. Donc pour les arrêts longs, on peut effectivement mettre en place des actions de formation. Donc effectivement, il ne faut pas hésiter mais alors comme toute chose qui se met en place et comme tout dossier, les dossiers sont longs. Il y a beaucoup d'administratifs. Donc on va dire que plus on le fait tôt, plus on a de chances de pouvoir le faire pendant l'arrêt. Donc ces visites, il ne faut pas hésiter à les mettre, y compris des formations au sein de l'entreprise. Il faut qu'il y ait l'autorisation, effectivement, de la sécurité sociale pour avoir ça. Alors, quand vous me parlez, alors ça me fait penser à un dispositif, quand vous me dites les formations au sein de l'entreprise dans laquelle elle travaille, il y a un dispositif qui est mis en place par la CPAM qui s'appelle l'essai encadré. Alors, c'est quelque chose qui est encore un peu mal connu. L'essai encadré, c'est la possibilité pour un salarié en arrêt de travail d'être sur un poste de travail, soit le sien, soit un autre poste dans l'entreprise ou dans une autre entreprise pendant son arrêt complet. C'est-à-dire qu'il va être en surnombre, il va être en plus. S'il y a une convention qui est faite avec l'employeur, il sera payé par la sécurité sociale dans le cadre de ses indemnités journalières. Et donc, mais toujours pareil, il faut qu'il y ait l'accord de ces propositions du médecin du travail ou une proposition aussi du médecin traitant, accord du médecin traitant, accord du médecin conseil, et on met ça en place. Moi, j'ai des salariés à qui j'ai pu faire ça, un monsieur qui était manutentionnaire, logisticien. Il y avait un service de vente, un magasin dans l'entreprise où il était. Pendant son arrêt de travail, donc à la fin de son arrêt de travail, il a été en magasin pendant cet essai encadré et se fait sur 14 jours renouvelables une fois. Et donc, il est allé sur un poste de vente pour justement savoir est-ce que ça lui convient, est-ce que ça lui convient pas, pour pouvoir après, puisqu'il n'y avait pas de possibilité de reclassement dans l'entreprise, qu'il puisse se projeter sur une formation de vendeur. C'est juste qu'au niveau législatif, quand il y a des formations, quand on est en arrêt de travail, on est soumis à des autorisations de sortie, soumis à des autorisations. Donc, on sait que normalement, l'arrêt maladie, c'est pour se soigner. Donc, on n'a pas le droit de sortir normalement, sauf pour certaines pathologies. On peut mettre ça, effectivement, ces actions de remobilisation, elles sont, pareil, soumises effectivement à l'accord du médecin conseil, mais on peut justement essayer de travailler ensemble pour essayer, on va dire, de se servir de ce temps d'arrêt pour pouvoir, on va dire, évoluer et pouvoir essayer d'éviter la désinsertion professionnelle. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que c'est toujours dans les dernières minutes qu'il y a plein de questions. Docteur Poissevara, est-ce que vous voulez intervenir pour
pour ajouter quelque chose? Je pense qu'effectivement, plus on est en amont sur les situations, parce que la mise en place de tout ce que tu as dit, c'est très très long parce que ça, effectivement, c'est un dossier administratif à mettre en place. Et là aussi, on voit bien que le service de santé au travail est aussi un partenaire privilégié pour la santé des personnes, la santé dans le travail. Et on est la plaque tournante à la fois entre le médecin généraliste, le médecin conseil, les médecins spécialistes, le salarié, l'employeur, puisque nous allons en entreprise pour les aménagements de poste, pour proposer des aménagements de poste. Et donc, c'est important de faire intervenir le médecin du travail le plus tôt possible, quelle que soit la pathologie, quel que soit le poste de travail, pour dans le cadre du maintien dans l'emploi. Voilà, donc effectivement, on profite de on va dire, de ce webinaire sur le Covid long pour faire ce qu'on fait effectivement, on va dire, au quotidien, c'est-à-dire le maintien dans l'emploi, adapter le travail aux salariés et non pas le salarié au travail. Ça, c'est notre mission. Et éviter la désinsertion professionnelle et effectivement essayer de voir que le travail soit le plus en adéquation possible avec l'état de santé du salarié. Et il faut savoir que c'est du gagnant-gagnant parce que vous aurez un salarié qui sera plus performant, vous allez améliorer les conditions de travail du salarié et ça va avoir un impact, on va dire, bénéfique sur le collectif, puisque on va réfléchir d'une façon globale. Hein. Quand on va dans les entreprises, on a, on va dire, notre petite porte d'entrée par le salarié qui va bien, mais on voit aussi tout ce qui se passe dans l'entreprise. Dans les grandes entreprises, on participe au CSE et aux commissions de santé, sécurité, conditions de travail. Donc, on est là pour conseiller l'employeur, pour conseiller le salarié. On est vraiment effectivement le lien, puisque nous, on a accès à des informations médicales qui sont effectivement soumises au secret médical. Tout ce qui se dit dans le cabinet du médecin du travail ne sort pas du cabinet du médecin du travail. C'est-à-dire qu'on va faire des préconisations sur l'adaptation du poste de travail sans jamais parler de la santé du salarié. Et nous, on va pouvoir, par l'intermédiaire du salarié et avec l'accord du salarié, se mettre en rapport avec le médecin traitant ou le médecin spécialiste pour pouvoir ensemble essayer au mieux de prendre en charge et d'adapter le travail à sa problématique de santé. Et nous, on a cette chance-là par rapport aux médecins traitants, c'est que nous, on a la relation privilégiée avec l'employeur, que nous, on peut aller dans l'entreprise. Nous, on n'a pas le droit de nous dire, de nous fermer la porte de l'entreprise. On a un accès, normalement, on a l'accès perpétuel à l'entreprise. L'employeur ne peut pas nous refuser l'accès à l'entreprise pour aller voir les postes de travail. Donc, on est là aussi pour dire quand ça va bien, parce que ça, c'est important de le dire quand ça va bien, parce qu'il y a quand même des entreprises où ça se passe bien. Et on est là aussi pour pointer du doigt quand il y a des choses et conseiller l'employeur si les choses ne sont pas bien, et aussi conseiller le salarié en mettant aussi, on va dire, en lien sa responsabilité en tant que salarié vis-à-vis de son employeur. C'est un terme que j'utilise souvent. On a tous des droits et on a tous des devoirs. C'est-à-dire que l'employeur, il a des devoirs, un devoir de garantir la santé et la sécurité de ses salariés, mais il a aussi des droits, à savoir que le salarié, il doit remplir son contrat de travail. Et le salarié, effectivement, il a les droits d'être en sécurité et que son travail n'altère pas sa santé, sa sécurité. Donc, toute cette articulation-là, nous, on intervient là-dessus. C'est-à-dire que nous, on peut intervenir très en amont pour faire de la prévention primaire. Donc, avant que les choses se passent mal, on va aller voir, on va aller adapter des process de travail, on va être inclus dans la réflexion sur les process, sur la mise en place de nouveaux process, sur la mise en place de nouvelles organisations, où nous, on va être là aussi en tant que conseiller. On va pouvoir faire intervenir les ergonomes, les techniciens hygiène et sécurité, les ingénieurs sécurité, toxicologues du service de santé au travail. Et toutes ces interventions-là, elles sont comprises dans les cotisations de l'employeur. C'est-à-dire que la cotisation de l'employeur, ce n'est pas que la visite, c'est aussi toutes les actions qu'on va faire. Normalement, nous, on a un tiers de notre temps de travail qui est dans l'entreprise et pour l'entreprise. Voilà, je crois que nous avons terminé. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et vos questions.
On était très contente de pouvoir faire, et on était vraiment très intéressés par ce sujet du Covid persistant avec le docteur Poissevera et le docteur Vidal, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est en formation, parce que ça aussi, nous nous formons et nous continuons à nous former, ça fait partie de notre temps de travail. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée. N'hésitez pas à vous inscrire sur les autres webinaires. Vous savez que il y a aussi, vous pouvez avoir accès aux webinaires des autres régions, en allant sur le site des rencontres santé-travail, et que ces webinaires seront visibles en replay sur la chaîne YouTube de Présence Bretagne. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.